Alors, nous avons 10 minutes maximum d'échange. On a beaucoup de retard parce que, comme dans tous les bons colloques, c'est très riche. Et donc, nous avons quelques questions voilà, qui veut poser des questions. Donc, aussi bien pour l'exposé de Sivan Hirsch sur donc les questions sensibles pour les enseignants du Québec, sur les tensions qui ont été recensées par cette belle enquête en Belgique francophone, et puis surtout ce que vous venez de dire. Alors, il y a une question d'Émilie Souiri. C'est bien ça, donc allez-y. Merci beaucoup de prendre ma question. Merci pour ces 3 présentations qui sont très, très riches et puis extrêmement convergentes. C'est vraiment les études de cas, à mon avis, sont dans le système de formation des enseignants une piste extrêmement riche. Moi, je suis spécialiste des États-Unis et aux États-Unis, j'ai discuté avec un formateur, Jeff Duncan Andrade, qui rêvait de mettre ça en place de manière générale en se fondant sur le modèle de la Harvard Business School qui travaille sur des études de cas toujours dans la formation de l'école de business, mais aussi en lien avec le modèle du théâtre des opprimés de Augusto Boal. Et je vois que Vincent fait oui de la tête, et donc je voulais savoir si ça avait inspiré un petit peu la pratique. Et puis j'ai une petite question spécifiquement pour Sivan Hirsch, qui nous a parlé du courage des enseignants et enseignantes canadiennes à affronter les questions difficiles. Et je me demandais, parce que bon, j'ai pas travaillé la question personnellement, mais je vois dans les cours que je peux avoir avec des étudiantes de MEF, bon, c'est parce que aussi ils sont des étudiants et étudiantes jeunes, mais ils sont tétanisés à l'idée d'aborder ces questions difficiles. Donc je me demandais si dans le contexte nord-américain, il n'y a pas quand même aussi une tradition du débat qui est plus forte. Ça s'observe beaucoup aux États-Unis. Je pense que peut-être au Canada, c'est la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Et alors, qui veut répondre Est-ce que... Mais je peux commencer en attendant. Oui. Je ne sais pas si... merci pour la question. Puis, je ne sais pas... Vous dites courage, mais je ne sais pas si c'est toujours du courage ou parfois un sentiment comme s'ils n'ont pas le choix. Et que ça fait partie du programme et c'est comme ça fait partie de ce qu'on doit faire. Il faut dire qu'il y en a plusieurs qui évitent aussi les thèmes et qui vont nager de diverses manières autour pour ne pas les affronter, mais est-ce que c'est donc je sais pas si j'utiliserai le thème courage, mais je pense qu'il y a c'est ça une reconnaissance que ça fait partie du travail, du programme, de ce qu'on doit faire. Et en fait, en même temps, il y a vraiment une différence entre les contextes québécois et les contextes nord-américains en général, parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent au Québec du milieu anglophone. Et quand ils arrivent dans le milieu francophone, en fait, il y a une très grande résistance à la base. Donc, toute la question des termes utilisés ou à ne pas utiliser, c'est un débat qui est très vif en ce moment au Québec et qui vient effectivement des États-Unis, du Canada, mais les gens ils sont pas tout à fait à l'aise avec cette idée que peut-être qu'on devrait réfléchir aux mots qu'on utilise. Après tout, on doit pouvoir utiliser tous les mots. Donc, il y a cette tension entre au sein même du milieu éducatif qui fait que on en parle beaucoup. Et à ce moment-là, c'est plus facile peut-être aussi pour les enseignants de choisir les réponses. Mais aussi, je l'ai bien dit au départ, on a eu 47 répondants à notre questionnaire, alors qu'on a pensé avoir beaucoup plus. C'est qui nous a fait croire que les gens, ils sont confrontés à ça, ils vont venir nous en parler, mais ils ne sont pas très à l'aise d'affirmer leur façon de faire. Et donc, finalement, c'est pour ça que je questionne beaucoup le terme courage, mais en tout cas, je sens que c'est pas c'est plus quelque chose qu'on met de côté.
Merci Sylvain. Est-ce que José-Louis veut intervenir là-dessus? Pas vraiment, je n'ai pas de réponse très précise. Je dirais bien sûr que les facteurs culturels jouent beaucoup. Et donc, par rapport à la première question que vous souleviez, est-ce que les stratégies que j'avais un peu décrites semblaient efficaces ou pas? C'est vrai que c'est très difficile d'y répondre, d'une part parce que la question n'était pas explicitement posée. Donc, ce que ces équipes RPG faisaient, c'était signaler des problèmes et puis dire comment eux auraient, dans l'idéal, réagi. Mais ça ne nous dit pas que les enseignants réagissent nécessairement de cette façon-là, ni même que, quelle que soit leur bonne volonté, confrontés aux réalités du terrain, à gérer exactement de cette manière-là. Maintenant, il porte à penser quand même que ces stratégies proposées tentent au moins à ne pas aggraver la situation. C'est la première règle de base du secouriste. À défaut de pouvoir guérir, on doit pouvoir au moins éviter d'aggraver la situation. Donc, je crois que ça peut apaiser, recadrer dans un contexte plus large. Alors, peut-être aussi en termes de différences culturelles, puisqu'on évoquait le Québec, peut-être qu'en Belgique, il y a ce que l'on appelle, et ça du bon et du mauvais, la culture du compromis, quoi. On arrive toujours, on part un peu du principe que personne n'a jamais raison totalement, quoi, et qu'il y a toujours moyen, en discutant, d'arriver un peu. Mais voilà, mais c'est parfois très long. C'est ce qui nous vaut parfois une absence de gouvernement pendant 500 jours, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord et à faire le compromis qui serait nécessaire. Mais la Belgique a survécu. Ça peut avoir des positions quand même. Il n'y a pas des positions excluantes ou voilà. Considérer que je ne sais plus quel écrivain en France a dénoncé la fureur d'avoir raison, enfin, l'idée d'avoir raison à tout prix, qui effectivement est très frappante chez nous. Alors, il y a une question. Allez-y. C'est bon. Non, très, très bref. En fait, ce qui m'a frappé en vous écoutant successivement, c'était quand même des différences culturelles entre les trois contextes. Et peut-être en schématisant, j'ai eu l'impression que les stratégies québécoise reposait sur l'ouverture d'un espace de pluralisme, enfin qui pourrait être vu comme du relativisme de ce côté ci de l'Atlantique, et que du côté belge, on était plutôt dans un rapport à la norme qui arrivait très vite, qui pouvait être vu comme une forme d'ethnocentrisme. Est-ce que je caricature ou vous avez repéré aussi ces différences dans les deux stratégies dont vous avez parlé? Sylvain? Je sais, sincèrement, je pense que justement, c'est là où, en fait, le pluralisme ne doit certainement pas amener au relativisme. Et il y a une grosse différence à faire. Je n'ai pas arrêté sur la question, mais c'est pas du tout une question de relativisme, mais bien une question, justement, j'ai essayé d'amener cette idée il y a quand même un rôle social à l'école qui est très clair. Il y a une instruction et une transmission de savoir qui est importante, mais tout ça dans le respect de la pluralité de la société. Donc, comment est-ce qu'on gère justement? C'est là où les tensions naissent finalement, et c'est là où la gestion de comment on amène la discussion en classe, en naviguant entre ce que l'école amène comme programme, comme enseignement, et d'un autre côté, l'ouverture au débat dans la classe. C'est ça, en fait, l'habileté professionnelle, je pense, que les enseignants doivent effectivement développer, et que c'est pas évident du tout. Et on l'a vu aussi dans la présentation d'Olivier. En fait, c'est exactement et de Vincent, pardon, c'est exactement les défis que les enseignants ont tous les jours, en fait, à gérer cette pluralité-là qui est là, on ne peut plus l'ignorer, et en même temps à continuer à jouer le rôle à être ceux qui mettent de l'avant le rôle de l'école qui est lié clairement à l'instruction et à la socialisation dans une société qui se donne une image très claire d'elle-même. Donc, ce n'est pas la société ouverte à tout. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait une différence entre les pratiques au Québec et dans le reste du Canada sur ces questions-là? Parce que, je sais pas, enfin, moi je connais des Québécois qui sont quand même très très durs dans leurs opinions. Par exemple, je pense à Mathieu Bock-Côté, une grande éditorialiste au Figaro que vous nous avez transféré chez nous, peut-être parce que justement il fonctionne pas conformément au modèle québécois. Ou on pourra dire beaucoup de choses de Mathieu Bock-Côté. Effectivement, il serait pas facilement
il ne trouvera pas forcément sa place dans ce genre de discussion qu'on a maintenant. En tout cas, nous, on ne va pas vouloir lui donner beaucoup de place. Mais en même temps... Non, mais ce n'est pas un enseignant, hein, c'est juste un... Non, c'est un sociologue qui est devenu... En fait, il est sociologue. Il est diplômé de sociologie. Il ne travaille pas en tant que sociologue. Oui, il est chroniqueur et thèse. journaliste au Québec. Mais je pense qu'effectivement, il y a effectivement énormément de débats. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est déjà acquis au Québec. Donc, moi, je suis ici, puis on est dans un groupe dans le RIED où on est des gens qui travaillent sur ces sujets, mais évidemment qu'il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec cette présence de pluralité aussi au Québec. Par ailleurs, pour répondre à la question d'ailleurs au Canada, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux parce qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à l'idée justement d'une très grande diversité, mais je pense que l'idée de transmettre certaines valeurs à travers l'école est aussi présente dans ce milieu-là, mais sincèrement, je n'ai pas fait mes enquêtes là-bas. Alors, je vois un visage qui s'affiche à l'écran. C'est une question que vous vouliez poser, madame ? C'est Marie. Ah, elle est à l'heure et c'est nous qui sommes en retard, pardon. Bon, on va peut-être prendre une dernière question. Nous, on n'entend pas. Le micro ne marche pas, il faudra, voilà. Oui, je voulais revenir sur la question des enseignants débutants. Dont je contribue à leur formation depuis de nombreuses années, et cette crainte finalement de s'emparer et d'enseigner un certain nombre de thématiques. Alors, ce qu'on peut constater, alors c'est vrai qu'il y a des craintes, mais on est cette semaine dans le temps des soutenances de mémoire, et plusieurs professeurs stagiaires, et c'est assez fréquent chaque année, décident justement de prendre les choses à bras-le-corps et de considérer ces questions comme des sujets de leur mémoire pour les mettre au cœur justement d'une réflexion. Et ce qu'on peut voir dans leur choix, dans ce qu'ils mettent en place, c'est la finesse parfois de la réflexion didactique, comme si finalement la didactique disciplinaire venait au secours des problèmes que l'on pourrait rencontrer. Donc c'est pas simplement se dire voilà, la démarche scientifique nous prémunit finalement, mais c'est quelle démarche scientifique, quelles consignes je pose, quelle progression des apprentissages, quels documents je choisis. Donc on a des objets là qui sont produits par les stagiaires, souvent de très très grande qualité, qui je trouve ça toujours chaque année très dommage, qui se referment et dont on ne fait plus rien, alors que il pourrait être force de proposition au sein de la communauté éducative. Et je voulais savoir si justement, dans le panel de dispositifs et de stratégies que vous avez présentés, les enseignants vont parfois dans ce sens, c'est-à-dire que dans la démarche scientifique qu'ils décident finalement de privilégier, il y a vraiment un peu une conviction selon laquelle c'est vraiment ce travail sur le choix documentaire ou sur le choix, alors je parle pour l'histoire, mais voilà, sur des éléments de la didactique qui va leur permettre de justement affronter, entre guillemets, certains comportements, certaines questions qui pourraient aussi, parce que la question elle est aussi là, remettre en cause leur autorité, parce que c'est aussi de ça dont il est question quand on est jeune enseignant, c'est entre guillemets un peu le danger de perdre la face par rapport à des questions auxquelles on ne sait pas répondre, par rapport à une déstabilisation du groupe qui fait que sa place et sa légitimité peut être perçue en tout cas comme remise en question. Merci. Alors, qui veut répondre? Peut-être José Luis, vous auriez une idée très rapidement, parce que nous avons 25 minutes de retard. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc non, je préfère passer la parole à Sivan ou à Olivier. Sivan. Mais moi, je peux vous dire que les enseignants que nous, on rencontre, on les invite justement à participer à cette réflexion. C'est pour ça qu'on fait maintenant des projets où on va
co-construire en fait des outils avec eux qu'on va valider en classe pour essayer d'amener cette réflexion. Mais en fait, les enseignants, donc ça me ramène à la question du courage. Les enseignants chez nous, en fait, vont dire souvent qu'ils préfèrent rester justement collés à des choses qui ont été produites déjà par des experts, donc soit des manuels, soit des outils divers, et ne pas aller explorer trop loin, justement à cause de ces problèmes qu'on a dit au départ, la grande complexité et les grands débats entre experts qui fait qu'il y a trop de variétés. Mais c'est effectivement un corpus qui serait intéressant à travailler avec les enseignants. Très bien. Ben, écoutez, je crois aussi que les jeunes générations n'ont pas froid aux yeux. Ils peuvent aborder plus facilement que nous un certain nombre de ces sujets parce qu'ils ont vécu avec ça dans leur scolarité, alors que nous, on l'a découvert en cours de route.